Merci. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Pont, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour 10 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, chers collègues, depuis le début de l'année 2020, la France et le monde font face à un virus qui ne cesse de surprendre, de muter et de tuer. Depuis 18 mois, les soignants sont mobilisés sans relâche. Les Français font preuve d'une résilience et d'une solidarité remarquables, et les pouvoirs publics, qu'il s'agisse de l'État ou encore des collectivités locales, agissent et protègent malgré l'urgence, l'incertitude et l'imprévisibilité inhérentes à l'épidémie du Covid-19. Les variants, en particulier le variant Delta, témoignent de cette incertitude et de cette imprévisibilité et illustrent parfaitement l'urgence à laquelle nous faisons face. De nombreux pays, des régions chez nos voisins réintroduisent des mesures contraignantes, comme l'Australie qui reconfirme, le Portugal qui rétablit un couvre-feu ou la Catalogne qui referme ses discothèques. C'est que les indicateurs sanitaires sont alarmants. Plus 195% de cas aux États-Unis en 2 semaines. Plus de 50 000 contaminations quotidiennes outre-Manche, alors que le lundi était célébré le Freedom Day. Notre pays connaît lui aussi une accélération plus qu'inquiétante du virus. Et malgré le succès de la campagne de vaccination en France et l'élan que je salue à la suite des annonces du président du 12 juillet, nous n'avons pas atteint le niveau de nos voisins britanniques. Nous devons donc poursuivre l'effort dans cette direction, c'est capital. Car si les projections et les perspectives ne sont pas bonnes, nous avons cette fois pour faire face à la 4e vague, une arme efficace, scientifiquement établie, les vaccins contre la Covid. Les études scientifiques, françaises, américaines, britanniques, européennes, toutes établissent l'efficacité des vaccins disponibles, y compris contre les nouvelles formes du virus et du variant Delta. 2 chiffres à eux seuls devraient nous convaincre. Une personne vaccinée a 12 fois moins de chances d'attraper le virus et 4 fois moins de chances de le transmettre. Vaccinons, pas pour le plaisir, mais parce que cela sauve des vies, cela protège et cela permettra d'éviter les mesures sanitaires les plus contraignantes que nous avons déjà connues. Face à la vague qui arrive, il est urgent d'agir, tant il est encore temps. Attendre, ce serait agir trop tard, avec toutes les conséquences sanitaires, sociales, humaines, économiques que l'on connaît. Agissons donc et pour cela, utilisons notre meilleur outil, l'arme la plus puissante, la vaccination. Ajuster les outils sanitaires dont nous disposons pour maximiser l'efficacité de notre lutte collective contre la maladie et adapter les contraintes qu'elle impose à la population, telle est donc l'ambition de ce projet de loi, qui comptait initialement 11 articles et en comprend désormais 14. Son article 1er adapte nos outils de gestion de la crise sanitaire afin d'organiser la riposte face à la 4e vague. Tout d'abord, il proroge le régime de gestion de la crise sanitaire institué par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 et l'état d'urgence sanitaire déclaré à La Réunion et en Martinique jusqu'au 30 septembre 2021. Ces prorogations me semblent nécessairement compte tenu de la situation sanitaire, adaptées car elles introduisent une gestion territoriale différenciée de l'épidémie et tout à fait proportionnée dans leur durée. Ensuite, et cette mesure nourrira ici de riches débats, comme nous avons eu en commission, est prévue une extension du périmètre du pass sanitaire. Je ne rentrerai pas dans le détail des mesures et des évolutions bienvenues apportées par le gouvernement dans le texte déposé, suite à l'avis du Conseil d'État. Nous aurons le temps d'y revenir largement. Je peux affirmer avec force que cette extension constitue avant tout une chose, un outil sanitaire indispensable pour renforcer la lutte contre la Covid-19. Même si le risque zéro n'existe pas, les chances de contamination, de transmission, la maladie, que je l'ai déjà indiqué, sont considérablement réduites lorsqu'une personne est vaccinée, rétablie ou qu'elle vient de réaliser un test de dépistage négatif. L'extension du pass sanitaire constitue l'outil adéquat pour la protection de la santé, qui est un objectif à valeur constitutionnelle, tout en permettant de maintenir les activités qui ont été affectées par les mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire. Je ne peux cependant nier que ce dispositif constitue, par ailleurs, un outil d'incitation à la vaccination. Les premiers retours le prouvent. 2,6 millions de rendez-vous pour une injection ont été pris dans les 3 jours qui ont suivi la prise de parole du président de la République le 12 juillet 2021. Près de 880 000 injections ont été réalisées pour la seule journée du 16 juillet.
Ce dispositif ne saurait cependant être assimilé à une obligation vaccinale, et ce pour deux raisons principales. Le pass sanitaire rend possible la présentation du résultat des tests de dépistage virologique, y compris antigéniques. Les tests sont facilement et largement accessibles sur l'ensemble du territoire. L'atteinte que je ne nie pas, mais que j'estime mesurée et justifiée aux droits et libertés fondamentaux des personnes non vaccinées, n'empêchera pas ces dernières d'accéder aux biens et services publics et de première nécessité ou urgents. Le souhait de ces personnes de ne pas se faire vacciner, alors que la vaccination est gratuite, accessible et présente un rapport bénéfice-risque sanitaire largement favorable, aura seulement pour conséquence de limiter uniquement la sphère publique, leur interaction sociale dont on sait qu'elle favorise la propagation du virus. Nous avons par ailleurs fait évoluer le dispositif en commission hier soir et cette nuit. Nous avons apporté des précisions sur le champ du pass, notamment dans les centres commerciaux et pour tenir compte des spécificités locales. Nous avons reporté au moins l'entrée en vigueur du pass pour les mineurs. La commission a prévu une circonstance aggravante en cas de violence commise contre les personnes chargées de contrôler le pass, afin de leur assurer une protection adaptée au regard de leur rôle prépondérant dans la lutte de la Covid-19. Nous avons aussi prévu une sanction dissuasive contre la prolifération de faux documents dans le cadre du pass. Enfin, la vaccination d'un mineur avec l'accord d'un seul parent sera permise dans le cadre du régime de gestion de la crise. Le projet de loi poursuit la stratégie de renforcement des mesures d'isolement pour contenir la circulation de l'épidémie. L'article 2 supprime le critère géographique qui empêchait jusqu'à présent de prendre une mesure d'isolement envers une personne présente sur le territoire national. L'article 3 adapte les systèmes d'information mis en œuvre par la loi du 11 mai 2020 afin de permettre le suivi et le contrôle du respect des mesures individuelles. Enfin, l'article 4 systématise, dans le cadre de l'épidémie du Covid-19, l'application d'une mesure de placement et de maintien de l'isolement dès lors qu'une personne est diagnostiquée positive au virus. Toutes ces mesures nécessaires ont été encadrées et validées par le Conseil d'État. Nous avons aussi, sur proposition des groupes DEM et RM, un amendement portant sur le maintien des revenus d'activité des personnes à l'isolement, notamment les indépendants, c'est l'article 4 bis. Et j'en viens maintenant au second volet du projet de loi. Disons-le tout de suite, pour éviter les incompréhensions, l'obligation vaccinale des personnes sanitaires et médico-sociaux, comme les soignants, les pompiers, les personnels d'EHPAD, existe déjà contre 4 maladies, avec sanctions et possibilité de licenciement. Le projet de loi donc consiste à étendre le principe d'une obligation déjà existante pour ces professionnels à une nouvelle maladie très contagieuse et dangereuse. Il ne s'agit en aucun cas de stigmatiser, mais bien de protéger ces professionnels et de protéger ces personnes vulnérables avec lesquelles ils sont en contact, c'est-à-dire la même raison qui justifie les vaccinations obligatoires actuellement en vigueur. Ce dispositif figure aux articles 5, 6, 7, 8 et 10 est parfaitement cohérent. Son champ d'application est logique et bien ciblé. Les modalités de contrôle sont adaptées. La Commission a d'ailleurs simplifié celles pour les libéraux sur ma proposition. Les conséquences des manquements et les sanctions pénales existent déjà pour les obligations vaccinales en vigueur, je le dis et je le répète. L'article 9 est tout à fait bienvenu. Il prévoit un régime d'autorisation d'absence pour les salariés et agents publics au titre des rendez-vous liés à la vaccination contre la Covid-19, ce qui est de nature à favoriser la politique de vaccination. Enfin, sur les propositions de notre collègue Philippe Vigier du groupe DEM, nous avons prévu des mécanismes renforçant l'information du Parlement sur les mesures prévues par le projet de loi, c'est l'article 12, et appuyer sur la sensibilisation, l'éducation et la communication en matière de vaccination, article 13. Ainsi, avec ce projet de loi ambitieux, nous avons les outils et les mesures nécessaires pour nous permettre de lutter plus efficacement possible contre l'épidémie qui nous touche et qui, à l'heure où je vous parle, progresse malheureusement. J'invite donc chacun et chacune à l'adopter et je vous remercie. Simplement, je rajouterai que c'est vrai que nous avons travaillé dans des circonstances difficiles, rapidement. Mais messieurs, prenez votre temps, le virus, lui, n'entendra pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole